qui a pour thème Ville compacte, ville durable avec M. Laurent Vigneault. Je vous prie d'excuser M. le professeur Ziv, qui devait animer cette conférence, mais qui est malade. Et donc, voilà, il n'a pas pu être parmi nous, mais voilà, donc la conférence a lieu. Je vais faire circuler parmi vous des feuilles, et vous pourrez, si vous ne recevez pas les invitations pour les jeudis de l'environnement, inscrire vos noms et adresses, adresse mail, si vous êtes intéressé pour recevoir les invitations. Donc c'est un jeudi par mois. Donc globalement, ça fait une dizaine de mails par an, cette liste de diffusion. Voilà. Donc la parole est à monsieur Vigneault. Très bien. Donc tout le monde m'entend bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je tiens à remercier Jean-Claude Ziv qui devait nous accompagner ce soir et qui a priori attrapé une pneumonie et donc qui s'excuse de ne pas être avec nous, mais à qui on doit donc cette séance, et je tenais à le remercier pour son accueil à distance. Voilà, donc aujourd'hui, alors une présentation très rapide. Donc je suis Laurent Vigneault et je travaille dans une société d'ingénierie généraliste qui s'appelle Artelia. Vous allez voir souvent sur les slides le mot Artelia. Et Artelia, en fait, c'est une société d'ingénierie indépendante qui compte 2800 salariés et qui traite un petit peu de tous les sujets urbains et qui s'est organisée en particulier en 3 grands secteurs métiers: le bâtiment et l'industrie d'une part, l'eau et l'environnement d'autre part, et puis la ville et les transports. Donc moi je fais partie du secteur ville et transports, dans lequel donc, je dirige un département un petit peu atypique qui regroupe toutes les personnes qui ont un regard croisé sur la ville. Et à ce titre, on a plusieurs pôles dans ce département: un pôle qui traite de la mobilité, un pôle qui traite du développement urbain, un pôle qui traite également du tourisme, du loisir et de la culture, et puis un pôle qui traite de l'environnement appliqué à la ville. Voilà, donc on s'attache tous les jours à essayer de croiser nos regards pour apporter à nos maîtres d'ouvrage, mais aussi à tous les gens qui nous entourent, un regard complet sur la ville, au sens large, et les transports. Et puis on a également dans le département un pôle spécifique qui s'occupe du management de projets urbains. L'idée étant que le discours que l'on développe dans les phases amont, on le gère jusqu'aux inaugurations, jusqu'à la livraison des travaux, de façon à s'assurer que la conception urbaine, telle qu'on la voit chez Artelia, on en assure la qualité jusqu'au bout. Voilà. Présentation très rapide. Le principe de la conférence, je crois, comme d'habitude, est de 3 quarts d'heure à peu près de présentation, et puis ensuite d'un débat. Si vous souhaitez m'interrompre pendant la présentation, je pense que personne n'y verra d'inconvénient. Tant que donc, vous ne posez pas de questions, je déroulerai jusqu'au bout, et puis ensuite, si vous le souhaitez, on pourra débattre un petit peu. Voilà. Alors le titre aujourd'hui, c'est la ville compacte, ville durable, et on va très rapidement donc se concentrer sur 3 grands sujets. Le premier sujet, c'est pourquoi faut-il densifier nos villes. J'ai intitulé la conférence Ville compacte, parce qu'on verra que la compacité, ce n'est pas que la densité, mais on va quand même s'attacher à ce mot aujourd'hui en particulier. On parlera ensuite, pendant un petit quart d'heure, de la façon dont on peut densifier, et là je vous relaterai en fait une expérience qu'on a eue sur l'île de la Réunion, où on a fait l'exercice, en fin de compte, un exercice assez original sur la durée et en liaison avec l'ensemble des acteurs et des élus locaux, ce qui nous amène aujourd'hui donc à développer un discours un petit peu atypique. Et puis en troisième lieu, on verra un grand sujet qui lui-même demanderait beaucoup de temps, mais qu'on va aborder très rapidement. C'est en fin de compte comment faire aimer la densité, puisque c'est évidemment le but final. Voilà. Alors, en préambule, je voudrais m'attacher à une date qui est très proche de nous, mais qui est très importante, c'est 2008 en fait. 2008, c'est une date particulière parce qu'en fin de compte, il y a 400 personnes qui se sont réunies à Vancouver. C'était à peu près tout ce que compte le monde comme grand spécialiste de la ville
ou comme, on va dire, acteurs locaux ou élus des grandes agglomérations. Et donc la déclaration de Vancouver a acté, avec les Nations Unies qui organisait l'événement, que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la moitié de la population vivait en ville. Voilà, donc c'est une date un petit peu clé dans l'histoire de l'humanité. Et il faut replacer cet événement en fait un petit peu dans une histoire très rapide de ce que nous sommes en fin de compte. Hein. Donc pour rappel, il y a 500 000 ans à peu près l'apparition de l'homme moderne, hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pendant 490 000 ans, il n'a pas fait grand-chose, il s'est promené un petit peu partout. Ensuite, donc, il y a 10 000 ans, il a commencé à développer sa pensée abstraite. Il a commencé à se demander s'il ne pouvait pas vivre dans les petits villages. Il a mis ensuite 5000 ans à transformer ces villages en villes. Il en a profité pour inventer l'écriture, pour organiser l'espace. Hein. Les premières formes d'écriture étaient des cadastres. Et puis, il y a 3000 ans, il a fait de la ville, en fin de compte, un système de gouvernance, un système d'État, un système même d'empire. Voilà, et tout ça donc, a perduré jusqu'aux années 1900. En 1900, il y avait 10% de la population mondiale qui vivait en ville. Voilà, et puis ensuite, en 100 ans, on est passé à 50%. Et le principal aussi constat de cette conférence à Vancouver, c'est que la tendance ne va pas du tout s'arrêter. On est donc 50% de la population aujourd'hui à vivre en ville, on sera 70% très rapidement. Donc on est vraiment dans une courbe très ascendante du phénomène d'urbanisation. Voilà. Alors après, ces phénomènes, quand on les livre en chiffres très bruts, ils sont toujours très impressionnants. Hein. Aujourd'hui, la Chine construit à peu près l'équivalent de la France tous les ans. À l'échelle du monde, on construit l'équivalent de Paris tous les 15 jours. On sait à peu près que si on voulait héberger tous les nouveaux urbains dans des bonnes conditions, il faudrait construire à peu près 4000 logements par heure. Donc à chaque fois qu'on traite des chiffres un petit peu comme ça en vrac, ça donne un petit peu le tournis aujourd'hui. Donc on va pas faire ce type d'exercice très longtemps. Hein, simplement, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et de s'appuyer sur quelques points pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur des enjeux un petit peu spécifiques. Alors, juste pour résumer, le principal danger, en fin de compte, de cette urbanisation extrêmement rapide, c'est d'abord de générer de la pauvreté urbaine. Hein, donc on estime aujourd'hui qu'1 milliard de personnes sont mal logées en ville, mais on n'est pas très optimiste sur les échéances à court terme. Il y a également un grand sujet sur la périurbanisation, et ça c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Et puis on a aussi un troisième sujet, pour résumer, sur ces poches urbaines très monofonctionnelles en fin de compte, qui poussent un petit peu partout autour des grandes villes et qui posent d'autres interrogations. Ce que je voulais aussi dire tout à l'heure, quand je vous donnais quelques repères, c'est que c'est assez étrange malgré tout, mais on voit bien que l'explosion, en fin de compte, de l'urbanité dans le monde suit quasiment année par année le développement de l'automobile. Donc 1900, 10% d'urbain, une automobile encore balbutiante, 2008, 50% d'urbain, et un taux de motorisation qui a quand même cru dans le même intervalle. L'automobile, en fin de compte, a accompagné cette évolution urbaine à travers le monde. Alors maintenant, si on se focalise un petit peu sur la périurbanisation, c'est-à-dire en fin de compte la ville pas dense, la ville pas compacte, on va détailler quelques idées. Donc d'abord, on a depuis quelques temps, une dizaine d'années maintenant, cette courbe qu'on appelle la courbe de Newman et Kenworthy, qui sont deux chercheurs américains. Et cette courbe, en fait, elle fait un parallèle en ordonnée avec la consommation d'énergie des transports et en abscisse avec la densité des villes considérées. Et on voit donc qu'il y a une corrélation directe, on s'en doutait un petit peu, mais ici elle est tracée, entre la densité des villes et la consommation. Et encore, on ne traite ici que des transports. Hein. Donc cette courbe qui a été publiée, encore une fois, il y a quelques années, a mis un premier point sur les dangers de la périurbanisation, qui sont en résumé donc une consommation d'énergie très importante,
pour un effet similaire de déplacement. Une consommation de l'espace, bien évidemment, donc on y reviendra tout à l'heure sur le cas français. La génération de polluants, de pollution, la relégation sociale. Alors là, on a une première alerte, par exemple au Japon, où on a une rétraction de certaines villes, c'est-à-dire des gens qui abandonnent les banlieues pour revenir au centre-ville. Donc c'est dû en fait, au vieillissement de la population du Japon, qui est un petit peu plus rapide qu'ici, et puis au fait, effectivement, qu'il commence à y avoir des personnes qui ne trouvent plus leur compte dans un emprisonnement, en fin de compte, de l'automobile pour l'ensemble des services urbains dont ils ont besoin. Donc voilà, et puis il y a surtout un dernier point que je vais développer tout de suite, qui est celui du coût. Parce que on parle beaucoup aujourd'hui de la périurbanisation sur les 4 premiers points, et par contre vous ne trouverez aucune étude, du moins en métropole, qui traite du coût de la périurbanisation. Alors je vais faire des petits parallèles avec la Réunion, puisque c'est là-bas qu'on a eu l'opportunité de travailler pendant 2 ans sur le sujet de la densité. Et aujourd'hui, voilà un petit peu ce qui ressort de la Réunion, mais je suis persuadé que c'est tout à fait transposable sur les enjeux métropolitains. Donc un premier constat sur la Réunion, c'est que pour quelqu'un qui choisit d'habiter quelque part, c'est toujours moins cher d'aller loin des centres-villes. On a la chance aussi à la Réunion d'avoir un observatoire des prix de l'immobilier très très pointu. Donc on a pu identifier pour un logement standard de 70 m², l'économie pour un périurbain se situe entre 20 et 25%, c'est quand même pas rien. Donc, sur un budget global de 270 000 €, ça va chercher dans les 50-60 000 €. Donc pour un individu, il y a en fin de compte aujourd'hui assez peu de raisons, indépendamment de toutes les autres, d'habiter en centre-ville, pour des raisons budgétaires. Alors, cette économie, en fin de compte, elle est relativisée parce que si la personne, en allant habiter loin, par exemple, a besoin d'une seconde voiture pour le conjoint ou la conjointe, cette économie, en fait, est effacée en 5 ou 6 ans. Donc c'est une économie à court terme. Bon, cependant, on sait tous qu'on n'a pas le même rapport à une dépense immédiate pour acheter un appartement qu'à la dépense d'une voiture qui est plus diluée, plus complexe et qu'on ne perçoit pas tout à fait dans sa complétude. Un deuxième point qui est très important, alors excusez-moi, je ne vais pas projeter le slide, mais il ne vous intéresse pas beaucoup parce que c'est les calculs détaillés. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est les conclusions. Hein. 2 mots sur la méthode. On a pris en fin de compte un appartement de 70 m² en centre-ville, en périurbain immédiat, c'est-à-dire à 10 km, et puis un à 30 km, pour comparer un petit peu les coûts. Premier constat, pour un individu, habiter loin du centre-ville est toujours une économie. Et ça, c'est vérifié partout dans le monde, toutes les études qui ont été faites ailleurs l'attestent. Alors, le deuxième constat, c'est qu'en fait, cet individu fait une économie, mais c'est parce que tout le monde, toute la collectivité, assume les surcoûts qu'il génère. Par exemple, les réseaux, les voiries, le ramassage des scolaires, les services de police, les services de pompiers, les services électriques, toutes ces installations en fin de compte qui vont desservir un périurbain sont payées par l'ensemble de la collectivité. C'est le principe de l'égalité par rapport aux taxes et aux impôts de type foncier. Donc c'est quand même un petit peu, il y a des pays qui commencent à regarder ça de près, une certaine injustice, parce qu'en fin de compte, les personnes qui individuellement font des économies, c'est tout le monde qui supporte leurs surcoûts. Et à La Réunion, on a essayé donc de calculer ces surcoûts réseau par réseau, et on arrive quand même à des deltas qui sont importants. Par exemple, pour les réseaux, vous voyez des surcoûts de l'ordre de 20 000 €, d'un rapport de 1 à 5 pour équiper en fait ce fameux appartement de 70 m² en centrale par rapport au périurbain. Donc une première interrogation qui d'ailleurs revient régulièrement à l'Assemblée, dans les nouveaux textes, dans le Grenelle. Bon, c'est une toile de fond de ce souci, en fin de compte, du financement de la périurbanisation.
Et puis, un troisième constat, c'est que l'ensemble de l'équipement de cette périurbanisation, il va falloir l'entretenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tire des bouts de réseau, de voirie, d'électricité, etc. C'est des choses qui s'entretiennent, c'est des choses, si on ne les entretient pas, ça tombe vite en panne. Il faut tout le temps les retaper, les entretenir, les exploiter. Donc, cette exploitation, c'est à peu près, bon, pour la Réunion, 3,5%, tous les réseaux confondus, c'est 3,5% de l'investissement initial. Donc, quand on est dans un rapport de 1 à 5, on est aussi dans un rapport de 1 à 5 dans l'entretien de ces réseaux. Et aujourd'hui, en fin de compte, on ne capitalise pas cet entretien futur. Autrement dit, on reporte l'intégralité de la dette que vont représenter tous ces investissements sur les générations futures. Donc, ça c'est extrêmement factuel. Comment est-ce qu'on a fait cette étude? On est parti en fait d'une étude qui a été faite en Belgique par l'Université de Liège et à Liverpool en Angleterre, parce qu'il n'y a pas d'étude française qui traite de coût de la périurbanisation. Enfin, maintenant il y en a une, mais c'est à La Réunion, il faudrait un petit peu l'ajuster. On est persuadé que les conclusions seraient tout à fait identiques, hein, à savoir effectivement que cet enjeu de périurbanisation pose une triple interrogation. C'est en fin de compte, est-ce que tout le monde doit financer les économies de certains? Est-ce qu'on a le droit de reporter toutes ces dettes sur les générations futures? Voilà. Donc, sur La Réunion, on a poussé un petit peu le trait, en considérant que si on capitalisait réellement, on va dire sur une durée de 50 ans, l'ensemble de l'investissement de la périurbanisation, l'ensemble des coûts d'entretien sur 50 ans, on va dire. Et encore, là, je n'ai pas du tout parlé des externalités. Les externalités, c'est ce que l'on chiffre moins bien, qui est la pollution, la consommation de l'espace, le fait que sur les espaces qu'on urbanise, on aurait pu faire de l'agriculture, donc il y a tous les effets sociaux. Tout ça, ce sont des externalités que l'on chiffre différemment selon les pays et qui sont des approches différentes. Donc là, on est très factuel, on est que sur les réseaux. Et donc, si on capitalisait l'ensemble de ces coûts, peut-être qu'on pourrait financer, en fin de compte, des îles flottantes. Et on verra tout à l'heure que c'est une idée qui trotte un petit peu sur d'autres territoires que celui de la Réunion. Mais c'est un petit peu pour illustrer le débat. Voilà, donc un premier point sur les enjeux de ces coûts de la périurbanisation, qui est très important, parce que c'est vraiment le fondement à la fois du système fiscal français lié à la propriété, lié au terrain. C'est aussi le fondement de l'ensemble de nos impôts, hein, qu'on paye tous. Et donc il y a un principe d'égalité qu'évidemment personne ne conteste, mais il y a aussi le fait que l'on est en train de financer sans contrôle sur les générations futures un développement urbain extrêmement désordonné et extrêmement coûteux. Voilà. Alors, bon, j'ai mis Indignez-vous en référence à un petit ouvrage récent que tout le monde connaît, donc de Stéphane Hessel. C'était pour un petit peu faire un clin d'œil. Voilà. Alors maintenant, factuellement, cette périurbanisation, ce mutage urbain, en métropole, comment est-ce qu'il se traduit, comment est-ce qu'il s'illustre? Donc d'abord, on a construit 7 millions de maisons individuelles depuis 1970, et c'est donc une bonne spécialité française quand même que d'aller construire loin des centres-villes. Quand on interroge en fait un panel, on va dire assez représentatif des Français, 82% des Français répondent qu'ils aimeraient vivre dans une maison individuelle et 65% en font le but de leur vie. Donc, si vous voulez, ça sera le troisième chapitre, mais on est assez loin, en fin de compte, d'un assentiment généralisé sur le thème de la densité et des effets positifs qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble de la collectivité. Voilà, cependant, les effets négatifs, on les connaît. Cette périurbanisation n'est pas du tout stoppée. Au contraire, elle s'accélère. Parce que jusque dans les années 2000, entre 80 et 2000, on a à peu près mangé en métropole un département tous les 10 ans en urbanisation.
Et puis depuis 2000, ça s'est accéléré puisqu'on a mis 7 ans, statistiquement, à urbaniser l'équivalent d'un nouveau département. Ce sont les moyennes, hein, évidemment. Voilà, bon, vous savez qu'on a 90 départements, donc si on continue, on peut considérer que la métropole sera entièrement bâtie dans 90 jours. Voilà, et puis donc on a une dédensification rapide des villes. Donc là, j'ai mis l'exemple de Montpellier. Donc c'est la tâche urbaine, hein, c'est pas la ville elle-même, c'est l'agglomération. Donc l'agglomération de Montpellier va diviser en fait sa densité par presque 4 en l'espace de 40 ans. Donc un sujet, effectivement, on a vu en préambule qu'il était mondial, mais il est également extrêmement présent en métropole. La moyenne aujourd'hui de la motorisation de la métropole est de 82% de voitures. Donc on a effectivement une accélération de l'étalement des villes et de la consommation de l'espace qui est associée. Alors, avant d'aller plus loin, quelques repères. Ah oui, je vais finir sur cette illustration. L'ensemble de ce phénomène, évidemment, de périurbanisation, et on l'a vérifié en fait dans la courbe de l'urbanisation mondiale, est complètement lié à l'automobile. Il repose entièrement sur l'automobile. On va après rentrer un petit peu dans quelques détails. On peut considérer que quand on est dans des tissus urbains qui sont inférieurs à 20 logements à l'hectare, on ne peut quasiment pas desservir ces tissus-là avec autre chose que de la voiture. Les bus sont vides, la marche à pied c'est trop loin, donc on n'arrive pas à desservir des tissus pas